Alors je pense qu'il ne faudrait pas mettre les États-Unis et l'Europe tout de suite dans le même bateau, ne serait-ce que parce que la Russie fait la moitié de son commerce extérieur avec l'Europe et seulement 3% avec les États-Unis. Je crois que c'est les États-Unis qui veulent créer un foyer de tension entre l'Europe occidentale et la Russie et qui ont trouvé dans l'Ukraine un terrain pour cela. Donc ces racines historiques sont en fait liées naturellement à l'implosion de l'Union soviétique. Je rappelle que c'était un coup d'État fomenté contre Gorbatchev par les trois présidents russes, Yeltsin, ukrainiens et biélorusses. Donc à partir de là, on s'est retrouvé avec les 15 républiques fédérées qui constituaient l'URSS. Le tracé de leurs frontières était très capricieux. C'est Staline qui était l'auteur de ces tracés qui visaient souvent à séparer les nationalités et qui ont créé par exemple des poches comme le Haut-Karabakh au milieu de l'Azerbaïdjan, peuplé d'Arméniens, ou bien qui en Géorgie ont introduit d'autres peuples, les Ossètes, les Abkhazes, les Adjars. Et naturellement, il y a en Russie même un grand nombre d'entités, car la Russie n'est pas peuplée que de Russes. Mais il faut ne pas oublier aussi que 25 millions de Russes étaient laissés en dehors des frontières de la Russie, ce qui pose naturellement un problème. Alors, où principalement en Ukraine, dans le nord du Kazakhstan et dans les pays baltes, mais je dirais que ces Russes des pays baltes sont, sont considérés comme des demi-citoyens dans leur pays, mais je pense qu'ils n'envisagent pas de rejoindre la Russie. Ce n'est pas le problème. Par contre, en Ukraine, il y a un pays très composite à l'ouest, des régions qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie, Lemberg, ou à la Pologne, même ville qui s'appelait Lvov, et qui ont une religion catholique uniate de rite grec, et puis à l'est de l'Ukraine, des orthodoxes qui se rattachent soit au patriarcat de Moscou, soit au patriarcat de Kiev. Enfin, le sud de l'Ukraine est peuplé de nombreuses minorités, pas seulement le sud d'ailleurs, même l'ouest, lituanien, polonais, roumain, hongrois, slovaque, bulgare, tatar, c'est une marqueterie. Donc c'est un pays difficile, il faut le dire, où la privatisation de l'économie a donné un pouvoir considérable aux oligarques, d'autant plus considérable qu'il n'y a pas de tradition d'État. Donc des oligarques qui ont tendance à dominer l'État plutôt qu'à être dominés par lui. Alors bien évidemment, on aurait pu faire de l'Ukraine un terrain de coopération pour mettre l'Ukraine à niveau. Mais ça aurait supposé qu'on ne donne pas à l'Ukraine le choix d'être soit avec l'Europe, soit avec la Russie. Or, c'est ce qui a été fait avec cet accord d'association dans le cadre du partenariat oriental. On a dit à l'Ukraine, eh bien, choisissez un régime de libre-échange avec l'Europe, mettez vos industries à niveau, c'est-à-dire restructurez-les, licencier les personnels excédentaires de façon à être compétitif dans une économie de marché. On a simplement oublié que l'Ukraine était déjà en système de libre-échange avec la Russie et que les deux économies russes et ukrainiennes sont très intriquées dans le domaine de l'industrie, par exemple Antonov, mais beaucoup d'autres firmes, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'énergie, et que par conséquent, il y avait là des problèmes qui auraient mérité d'être étudiés en commun dans le cadre du partenariat Union européenne-Russie. Celui-ci se fixait comme objectif un espace de libre circulation de l'Atlantique au Pacifique, de Lisbonne à Vladivostok, et dans ce cadre-là, il aurait été certainement possible d'arriver à des compromis. Ce n'est pas la voie qui a été choisie, et le président Yanukovych, qui était le président ukrainien de l'époque, a demandé le report de l'accord d'association qui devait être signé à Vilnius. C'est ce qui a donné le signal des manifestations de Maïdan, une révolution selon les uns, mais pour les autres un coup d'État. Donc voilà, à partir de là, il y a eu certainement une réponse russe précipitée et disproportionnée, c'est-à-dire l'organisation du rattachement de la Crimée, qui, il faut le dire, n'avait jamais été ukrainienne dans son histoire,
disons que ça pose des problèmes de droit international, c'est certain. Mais je pense que quand on a fait des erreurs, quand on a abouti à une crise dommageable pour les intérêts de l'Europe, pour son autonomie stratégique, eh bien, on a le choix entre deux méthodes. Soit on aggrave la crise, hein, soit on essaye de la résorber. Et je pense qu'il vaudrait mieux essayer de résorber cette crise qui est préjudiciable, bien sûr, à l'Ukraine, mais aussi à la Russie et à l'Europe, qui sont toutes deux atteintes par la mécanique des sanctions. Il faut distinguer les États-Unis et l'Union européenne. Pour les États-Unis, l'Ukraine est d'abord un enjeu géopolitique. En 1998, M. Brzezinski écrivait pour empêcher la Russie de redevenir une très grande puissance, il faut soustraire l'Ukraine à son influence. Et même s'il a un peu évolué dans le langage, il parle de finlandisation de l'Ukraine, comme Kissinger, ce qui serait une bonne chose, il n'en reste pas moins que plusieurs responsables éminents aux États-Unis et du courant néoconservateur voient dans la création d'une Ukraine contre la Russie le moyen de créer un foyer durable de discorde entre l'Europe et la Russie. Or, ce que craignent les Américains, je pense qu'il faudrait remonter à 2003, à l'accord entre Chirac, Schröder et Poutine. Ce que craignent les Américains, c'est qu'en effet, il puisse y avoir un accord entre l'Europe occidentale et la Russie. On avait déjà vu cela au moment du gazoduc. En 1982, j'étais ministre de l'Industrie, il avait fallu réquisitionner les entreprises américaines qui construisaient les compresseurs, qui fabriquaient les compresseurs nécessaires au fonctionnement de ce gazoduc. Mais à l'époque, François Mitterrand était aux affaires. Là, je dirais que nous sommes à la remorque de l'Europe à 28, qui est elle-même à la remorque des États-Unis. J'évoquais les milieux néoconservateurs, disons que même un vice-président comme Joe Biden ou une responsable comme Madame Victoria Nuland sont sur une ligne très voisine. Et je dirais que l'activité des services américains n'est un secret pour personne. D'ailleurs, ils fournissent à l'armée ukrainienne des conseillers. Est-ce que je dois rappeler qu'après l'élection de Poroshenko, que Moscou a immédiatement reconnu, il y a eu une offensive dite antiterroriste des forces ukrainiennes contre ceux qu'on appelle les séparatistes ou les rattachistes ou je ne sais trop quoi, enfin disons les russophones de l'Est. Et comme cette offensive a foiré, étant donné que l'armée ukrainienne est une armée de conscription et qu'il n'est jamais facile de faire tirer une armée sur une population. Je rappelle que parmi les 7000 victimes, il y en a au moins 5000 ou 5500 qui sont des civils, des hommes, des femmes, des enfants totalement innocents qui ont été écrasés sous les obus. Donc je pense que cette armée s'étant une première fois désagrégée, après les premiers accords de Minsk, il y a eu une nouvelle tentative qui a également échoué. Il y a Minsk II. Alors je dis, cette nouvelle tentative a échoué. Au départ, elle a eu des succès initiaux. Par exemple, les séparatistes, entre guillemets, ont été chassés de Slaviansk, mais ils ont tenu bon à Donetsk et à Louhansk. Et dans un deuxième temps, ils ont repris un certain avantage. Et je pense que la tentation existe aujourd'hui d'une troisième offensive, parce que Kiev s'oppose à l'application du volet politique des accords de Minsk II, ce que personne ne dit jamais. Il y a une désinformation effrayante sur ce sujet, mais les accords de Minsk comportent un dispositif militaire, cessez-le-feu, retrait des armes lourdes, mais un dispositif politique, premières élections locales dans les régions russophones de l'Est, ensuite révision de la constitution de l'Ukraine, adoption d'une loi de l'Ukraine sur la décentralisation, nouvelles élections, et enfin récupération par l'Ukraine de sa frontière avec la Russie, avec l'installation de gardes-frontières ukrainiens. Mais c'est cette séquence-là qui est contestée par le gouvernement Yatsenyuk, le gouvernement de Kiev, qui veut d'abord obtenir le désarmement des milices armées. Alors c'est prendre le problème à l'envers,
Et c'est le contraire de ce que prévoient les accords de Minsk. Alors curieusement, les Européens s'apprêtent, sous la pression américaine, à reconduire les sanctions contre les Russes, parce que si ce sont les Ukrainiens qui bloquent, c'est sur les Russes qu'on tape. Eh bien, il faut le dire, François Hollande a initié le format de Normandie. Je peux vous dire que j'ai été envoyé en Russie un mois auparavant pour rencontrer M. Poutine et lui faire accepter que les élections se déroulent normalement en Ukraine, qu'il considère que s'il y avait des revendications dans les régions russophones, c'est dans le cadre de l'Ukraine qu'elles devaient être satisfaites. Les élections en Ukraine, que ce soit présidentielles ou législatives, n'ont pas été contestées par la Russie. Mais il est évident qu'à partir du moment où il y a une offensive de l'armée ukrainienne sur la région russophone, moi je n'exclus pas du tout qu'effectivement il y ait des soldats russes sans un signe qui a été envoyé comme conseiller militaire auprès des forces dites séparatistes. Ça, c'est fort possible. Mais je pense qu'il faut avoir une vue équilibrée de la situation. C'est que nous avons une Ukraine qui est hétérogène. Et le principe de la décentralisation avait été admis, y compris par Mme Merkel et par M. Hollande, dès le 10 mai 2014, c'est-à-dire avant même l'élection de M. Poroshenko. La France devrait pousser beaucoup plus fort parce qu'il y a un peu trop, je dirais, d'amour du consensus, dès lors que l'Union européenne est présidée par M. Donald Tusk, et dont on imagine bien dans quel sens il prêche. Eh bien, la France n'ose pas trop s'opposer à l'Allemagne de Mme Merkel, qui a une position, me semble-t-il, assez dure sur l'Ukraine. Alors il faudrait comprendre ce qu'est devenu l'Ostpolitik allemande, c'est-à-dire la politique à l'Est, qui était très tournée vers la Russie, traditionnellement, mais qui là semble privilégier l'Ukraine, où il est vrai, il y a 1800 implantations industrielles allemandes, quand il y en a 50 françaises. Donc voilà, cette Mitteleuropa est pour l'Allemagne un bassin de main-d'œuvre à très bas coût, et l'Ukraine, avec ses 40 millions d'habitants, élargirait considérablement la sphère où on peut recruter des travailleurs détachés, où on peut envoyer des usines qui travailleront en sous-traitance avec les grandes entreprises allemandes. Donc moi je m'interroge, je vous le dis franchement, sur ce qu'est la politique allemande à l'Est. Je ne m'attendais pas du tout à l'attitude que j'observe, et je ne pensais pas que le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Steinmeier, soit à ce point, je dirais, aligné sur une politique qui est certes voulue par la Pologne, les Pays-Bas, la Roumanie et d'autres pays qui ont un contentieux historique avec la Russie, mais qui ne l'est pas par les pays de l'Europe latine et méditerranéenne. Je dirais que la question qui se pose est de savoir si le centre de gravité de l'Europe ne s'est pas déplacé tellement vers l'Est que nos intérêts nationaux, et je crois l'intérêt d'une Europe vraiment européenne, ne sont plus pris en compte. Tout cela sous la pression américaine. Vous imaginez bien que tout ce petit monde fonctionne constamment au téléphone, par mail, enfin, il y a une unité qui est permise par les moyens modernes de communication rapide à grande distance. Disons que là, c'est une question de volonté politique qui est posée.